Écrivains, cinéastes, musiciens, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la genèse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction. Je suis Walid Ajar Rachedi et j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec Clarisse Gorokoff. Bonjour Clarisse. Bonjour Walid. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivaine Mintra Nui qui a publié son 4e roman Les Inconsolés aux éditions Actes Sud. Mintra Nui, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, c'est avec plaisir. Alors, on va évidemment parler de votre dernier livre, Les Inconsolés, mais avant ça, je vais laisser Clarisse vous présenter. Merci Walid. Mintra Nui, vous avez seulement 42 ans, mais déjà une belle bibliographie. Votre premier livre, La Princesse et le Pêcheur, a été publié en 2007. Un livre qui vous permet d'être finaliste du concours dans la catégorie premier roman. Vous avez ensuite publié un recueil de contes, Le lac né en une nuit, en 2008. Très joli titre. Puis votre deuxième roman en 2009, La double vie d'Anna Song. Et là, il nous faudrait une émission entière pour lister les récompenses obtenues grâce à ce livre. Enfin, votre avant-dernier roman, donc Voyageur malgré lui, publié en 2014, avec lequel vous avez été finaliste du Grand Prix de l'Académie française. Mais vous ne faites pas que remporter des prix. Ou les avoir presque remportés. Je suis plutôt du genre perdante magnifique que vraiment lauréate. Oui, mais en même temps, si vous aviez déjà tout gagné, qu'est-ce qui reste ? Je veux dire là, à un moment... Ça marche, mais je fais observer qu'aux Jeux Olympiques, on peut avoir la médaille d'or, d'argent ou de bronze. En France, sur les prix littéraires, soit vous gagnez tout, soit personne ne se rappellera jamais que vous avez été à 2 doigts de l'avoir. Pour terminer, donc vous avez également été critique littéraire et rédactrice en chef adjointe du magazine littéraire jusqu'en 2011, puis chroniqueuse sur diverses émissions littéraires, notamment Des mots de minuit, Le bateau livre. Et je crois que ce sont ces expériences qui vous ont mené à publier en 2017 un essai intitulé « Les écrivains et les faits divers, une autre histoire de la littérature ». En fait, c'est plutôt la double vie d'Anna Song qui m'a amené à réfléchir sur le thème du fait divers. Voilà, et qui a nourri ensuite l'idée que tiens, c'est marrant, si jamais on examine l'histoire de la littérature, en effet, on s'aperçoit que tous les mouvements littéraires, d'une manière ou d'une autre, se sont appropriés le fait divers, soit contre, soit pour, mais toujours ils en ont joué. C'est l'histoire de la nature humaine en même temps, le fait divers. Oui, y a une raison pour laquelle on clique tous comme des malades dès qu'on voit un titre de fait divers, quel qu'il soit, qui passe sur notre écran. Et enfin, en 2020, vous publiez Les Inconsolés aux éditions Actes Sud, dont nous allons beaucoup parler au cours de cette émission. Oui, effectivement, merci Clarisse. Et Les Inconsolés, c'est d'abord une histoire d'amour, une vraie. À l'ère de Tinder, je sais que c'est pas évident, donc une vraie histoire d'amour où l'on s'aime à en mourir. Les Inconsolés, c'est aussi un thriller à la narration intrigante qui va chercher sa résolution du côté du conte. Les Inconsolés, c'est également un roman réaliste, même social dans un certain sens, avec des portraits sensibles et précis de transfuges de classe, dont fait partie l'héroïne, Lise, une Bovary qui aurait lu Flaubert, et peut-être qu'elle aurait aussi dû lire Virginie Despentes, mais on pourra en parler après. Et alors, chez Friction, on a lu votre roman qu'on a beaucoup aimé et on a plein de questions à vous poser, évidemment. Mais avant tout, on a une question rituelle qu'on pose à tous nos invités. Quel est votre premier souvenir d'écriture, Mintra Nui ? Mon premier souvenir d'écriture, c'est les rédactions qu'on nous demandait de faire, évidemment, à l'école. Et je me souviens en particulier, en fait, d'une rédaction où on m'avait demandé de faire le portrait de quelqu'un que j'admirais ou que j'aurais aimé rencontrer. Enfin, c'est un de ces sujets bateaux qu'on vous demande. Et c'était qui, du coup ? Justement, j'avais fait le portrait de quelqu'un que je ne connaissais pas, mais dont je disais que j'aurais aimé le rencontrer, qui était mon grand-père. Ah, oui. Et en fait, mon grand-père avait une histoire très romanesque que m'avait contée ma mère, à demi-mot. Mais grosso modo, c'était un parcours un peu... Ma mère était une sorte de Scarlett O'Hara, parce qu'en fait, son père était parti de rien. Il était illettré. Il a traversé la moitié du Vietnam en quittant une province où il mourait de faim, grosso modo. Et puis, il avait mis sa force de travail au service, en fait, de l'édification d'une église. Je pense que ça devait être à l'époque coloniale, quelque chose comme ça. Et à partir de là, il avait réussi à économiser sou à sou de quoi acheter des terres qui étaient encore en friche. Donc il les a affilées à des tribus ici de minorités ethniques qui ont travaillé ces terres pendant quelques temps. Et ensuite, il les a récupérées et il a bâti en fait une plantation quasi mythique dans la région,
Et c'est devenu en fait un homme extrêmement riche qui a fait fortune dans le cocotier. Parce que tout est bon dans le cocotier, sachez-le. Aussi bien l'huile qu'on peut en tirer, le chaume dont on peut, à partir duquel qu'on peut faire à partir du feuillage, évidemment le bois du cocotier, on peut faire des palissades, des objets, etc., de la vaisselle, enfin tout ce que vous voulez. Et bien sûr, ça se mange, et bien sûr, bref, toutes ces vertus incomparables. Donc, si vous voulez, je pense que le cocotier des Vietnamiens, c'est finalement un peu comme tout est bon dans le cochon chez les Français. Il y avait un truc comme ça. Et l'huile d'olive chez les Algériens, voilà, on fait tout avec l'huile d'olive. Et donc, il a fait fortune et il a édifié une maison qui est un peu mythique dans la famille, avec une piscine, avec des jardins. Et donc, il avait des champs à perte de vue, de cocotiers, de canne à sucre, de fruits du dragon, etc. Il avait comme voisin d'ailleurs un homme assez célèbre qu'Alexandre Yersin, à qui il a donné du fourrage. Enfin, bon, ils avaient des relations apparemment d'entente cordiale. Et puis il a perdu en fait sa maison. En fait, il a brûlé lui-même sa maison à l'époque de la guerre pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains des Français qui allaient s'en emparer sinon. Et donc c'est un épisode qui revient régulièrement dans certains moments. Et d'ailleurs, c'est drôle que dans cette rédaction de cette époque, finalement, ça pose un peu la narration dans Les Inconsolés, parce que ça, c'est un peu le destin d'un de vos personnages. Oui, en fait, cette plantation, elle apparaît dans La Princesse et le Pêcheur, dans La Double Vie d'Anna Song et dans Les Inconsolés, mais à chaque fois avec une petite variante. Mais c'est initialement inspiré de cet épisode. Et je me souviens que quand j'ai achevé ma rédaction, et que voilà, je pense que ça devait être je sais d'ailleurs que c'était une rédaction un peu lyrique, fleur bleue, avec des descriptions des chants et des choses comme ça. Ce qui se passe, c'est que la professeure, qui est en fait une professeure remplaçante, je ne l'ai pas revue après, j'ai juste récupéré ma copie, il y avait marqué dessus il faut que tu continues comme ça, tu deviendras peut-être écrivain. Donc c'est un peu votre moment Batman, parce que vous savez, dans les Batman, à chaque fois que il y a un méchant qui naît dans la saga, en fait, il y a un moment comme ça d'épiphanie. Tout d'un coup, il y a un moment un peu à mi-chemin entre le trauma et la révélation. Ouais. En tout cas, c'était la première fois qu'on m'a encouragée à devenir écrivain, ce qui évidemment pour moi était jusque-là, je m'étais dit ça serait super si jamais je pouvais être payée à écrire des histoires. Et ça serait fantastique. Mais évidemment, à 12 ans, on ne peut pas dire que c'est extrêmement concret. Mais avec cet encouragement de cette prof remplaçante, eh bien, ça m'a donné effectivement une sorte de petit coup de pouce, puisque quelqu'un y croyait un petit peu. Et en plus, je pense qu'effectivement, à partir de là, je me suis rendu compte aussi du matériau assez riche que constituait l'histoire de ma famille, qui est une histoire à trous. Donc j'avais juste des petits épisodes, et c'était très intéressant de pouvoir ensuite, à partir d'épisodes qui sont assez romanesques, puisque mon grand-père est un personnage finalement assez romanesque, eh bien, on pouvait s'en inspirer, et puis on pouvait déformer, reconstruire, jouer avec, un peu comme dans les éléments d'un rêve. Et voilà. Et donc, ça a été un peu un déclencheur. Et justement, alors, vous parlez de rêve, et dans votre univers littéraire, la présence onirique du conte aussi est vraiment très, très puissante. Enfin, vous en emparez beaucoup, et vous parvenez assez magistralement à lui restituer, à l'entrelacer aux enjeux contemporains qui sont ceux de notre société, avec ses complexités, ses paradoxes. Quelle est l'importance pour vous de l'outil du conte et du fantastique quand vous écrivez ? Pour moi, en fait, le conte, c'est l'origine du roman. Et évidemment, c'est la narration initiale, originelle, en fait, de tout. Et mes romans sont beaucoup des romans des origines, où les personnages, souvent c'est des romans d'apprentissage, où le personnage revient en fait sur ses origines, essaie de comprendre qui il est. Enfin, c'est une histoire éternelle. Et comme pour moi, le roman à l'origine a le conte, je trouvais intéressant de jouer avec le conte et de voir dans quelle mesure, en l'entrelaçant et en créant des effets d'écho avec des histoires qui sont, elles, plus réalistes et plus contemporaines, est-ce que, un peu comme quand on frotte deux pierres l'une contre l'autre, silex contre silex, est-ce qu'on peut faire surgir une sorte de lumière, une sorte de flamme ? Et tout ça vient en fait de La Princesse et le Pêcheur, puisqu'initialement je m'étais dit avec La Princesse et le Pêcheur, j'avais un petit noyau qui était autobiographique à 15 ans, donc moi qui suis née en France,
mais qui sont d'origine vietnamienne, à qui les parents n'ont pas raconté grand-chose sur leur passé. Donc je suis assez naïve en fait par rapport à ce qui m'a précédé et ce qui les a poussés à quitter le Vietnam. À 15 ans, je rencontre un garçon qui est aussi d'origine vietnamienne, mais qui lui n'est pas né en France, mais qui est à Boat People. Donc évidemment, ses conditions de vie sont un peu plus difficiles que les miennes. Il est venu avec son frère, ses parents sont restés au Vietnam, et on se rencontre. Et bon, évidemment, quand on se rencontre, moi je réfléchis pas du tout à ce que signifie cette rencontre. Je me contente de la vivre. Je suis une adolescente. J'ai un peu le béguin pour le garçon qui est beau, qui est charmant. Un peu mystérieux en plus, parce que voilà. Et puis qui est aussi assez silencieux sur ce qu'il a pu vivre avant, et qui a l'air de bien m'aimer comme une petite sœur. Hélas, comme une petite sœur. et donc, à partir de cette histoire, et j'ai perdu contact avec ce garçon après un certain nombre d'épisodes assez tristes, et je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, j'ai aucun moyen de le contacter. J'écris une nouvelle, 3 ans après. Et en écrivant la nouvelle, je me souviens d'un conte vietnamien qui lui ressemble. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je peux entrelacer le conte et la nouvelle que j'ai racontée ? Et comme ça, on a en fait l'histoire comme fiction, si je puis dire, l'histoire qui est là, principale entre les deux héros. Et puis ensuite, ça a grossi avec une troisième forme d'histoire, en ajoutant en fait le pont de mémoire familiale, de lien avec les parents, du fait que voilà, ils ont caché beaucoup de choses à la jeune fille. Et ça, c'est l'histoire avec un grand H. Voilà. Et je m'étais dit, tiens, on peut peut-être bâtir quelque chose sur 3 étages. Et donc, tout de suite, le conte a été assez important pour moi. Et ce qu'on retrouve dans La Princesse et le Pêcheur, c'est d'autres contes vietnamiens qui, d'une façon ou d'une autre, font écho à ce que vivent les personnages. Et d'une façon ou d'une autre, soit sur l'amour, la filiation, les héritages. Les contes, comme tous les contes, ils sont universels. Et en même temps, ils sont très, très vietnamiens. C'est-à-dire qu'ils disent beaucoup de choses sur la mentalité vietnamienne, la civilisation vietnamienne, le relief, la géographie et l'histoire. Donc c'est assez intéressant de les entrelacer dans ce cadre, puisque c'est à la fois une histoire d'initiation à l'amour, c'est une gamine coincée qui rencontre son premier amour, et c'est une initiation à la mémoire familiale. Et c'est pour ça que le conte a été présent très tôt, d'autant qu'en fait mes parents, quand j'étais encore très petite, m'ont offert un recueil de contes qui a été mon premier contact avec le Vietnam, où je n'étais jamais allée sinon. Et moi, j'ai parlé vietnamien avant de parler français, mais ensuite, c'est une langue qui a été peu à peu arasée, puisque j'ai été élevée par ma grand-mère qui ne parlait que vietnamien. Mais évidemment, je suis allée à l'école française, j'ai commencé à étudier la littérature française, et peu à peu, la culture française a mangé la culture vietnamienne, dont il me reste, disons, la nourriture, dont il me reste quelques phrases, et dont il me reste certaines réflexions qu'avait ma grand-mère. Mais c'est assez étonnant pour moi de me rendre compte que quand je reparle vietnamien, ce qui désormais est assez rare, en fait, je redeviens une enfant et j'ai le vocabulaire d'une enfant. Mais justement, alors, vous évoquez l'enfance, et le conte, comme l'enfance, c'est un petit peu le langage universel des émotions. Donc là, vous parlez de ce souci que vous aviez de créer des liens entre vos deux cultures et de combler les trous. Est-ce que le conte, justement, permet de toucher tous les cœurs par-delà les hiatus culturels, par-delà la variété des mœurs, des rituels? Est-ce que c'est ça que vous avez puisé, en tout cas cherché, dans l'univers du conte? Presque, on va dire un outil presque pas thérapeutique, mais qui permet de renouer à l'échelle de votre histoire personnelle. C'est sûr que pour moi, le conte, ce qui m'intéresse dans le conte, c'est que c'est un pont. Ça peut être un pont et... alors, c'est sûr qu'il y a une vocation universelle dans le conte. Tous les enfants de tous les pays ont lu des contes, ont été bercés par des contes. Et ça leur a donné les clés, je pense, de leur rapport au monde très tôt. C'est quand même la matrice, c'est les premiers récits qu'on a. Et donc, je pense que ça nous constitue vraiment. Tout à fait. D'ailleurs, parfois, c'est dangereux parce que dans les contes, quand on se penche dessus, ça peut aussi nous véhiculer très tôt, alors même qu'on n'a pas encore fait l'expérience du monde par nous-mêmes, une certaine notion du danger, d'une menace, comme quoi il y aurait des gens qui nous veulent du mal, et souvent c'est des adultes, des femmes, des hommes mal intentionnés. Donc le conte, finalement, on en parle comme quelque chose d'un petit peu fleur bleue, comme vous disiez, mais il y a aussi tout un aspect très dangereux pour... Mais ce qui me fait penser d'ailleurs, en fait, j'ai appris très récemment que les contes de Perrault, notamment, en fait, on y voit souvent la figure de la mère absente. Donc de la mère absente et de la marâtre, donc qui
martyriserait les enfants. Et en fait, ça faisait partie d'une campagne de propagande auprès des enfants pour qu'ils aiment plus leur mère, apparemment. Mais je pense que de toute façon, l'usage du conte peut tout à fait être à vocation de propagande dans certains cas. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, par exemple, dans énormément de contes, généralement, le but à la fin, c'est qu'on se marie en trouvant un bon prince charmant et qu'on vive avec lui. D'ailleurs, on dit rien après le mariage, je ne sais pas ce qui se passe. Mais sinon, théoriquement, on vit 100 ans et on a des enfants, puis c'est tout. Et c'était vachement bien. Mais c'est sûr qu'il y a des messages sous-jacents, je pense, dans les contes. Après, ce qui est très amusant, c'est que comme c'est des mythologies qui sont assez plastiques, on peut les lire comme on le désire. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que la princesse finit avec un destin patriarcal terrible en se contentant d'épouser son prince et puis de faire des enfants et puis d'être jolie, puisque c'est grosso modo, elle était vertueuse et jolie, puis c'est tout. Vous pouvez aussi en faire une relecture féministe où vous allez dire que non, elle a réussi à prendre son destin en main. C'est amusant d'ailleurs parce que je me souviens comme ça d'avoir eu à avoir analysé en cours de sociologie des médias à Sciences Po il y a fort longtemps les romans à l'eau de rose, les romans harlequins. Et en fait, quand vous interrogiez la réception, c'est-à-dire les lectrices, effectivement, elle détournait les schémas patriarcaux en disant non, là, c'est la femme qui a réussi à changer l'homme pour le rendre digne d'elle. Voilà. Et c'était pas du tout genre elle arrive à se caser finalement. Voilà. Donc c'est assez rigolo de voir que le lecteur peut faire un peu ce qu'il veut. Et en l'occurrence avec les contes, je pense qu'on peut finalement les triturer assez bien. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il y a des ponts entre les contes. J'ai utilisé ça dans Les Inconsolés, puisqu'il y a une version vietnamienne de Cendrillon, version beaucoup plus sanglante, qui se rapproche presque de la mythologie grecque, qu'évidemment de la Cendrillon que telle qu'on la connaît avec Perrault. En passant d'ailleurs, en fait, la version de Grimm est beaucoup plus violente aussi, puisque dans la version des frères Grimm, les deux belles-sœurs, elles finissent avec les yeux crevés. C'est un Rossino qui a réalisé, en fait, c'est ça. C'est un peu ça. Elles finissent avec les yeux crevés par des petits oiseaux qui, auparavant, les avaient dénoncés. Waouh! Les avaient dénoncés, parce qu'en fait, initialement, le prince arrivait, et il y avait donc les deux belles-sœurs et Cendrillon. Et ce qui se passait, c'est qu'il faisait essayer la chaussure à la première jeune fille, à la première belle-sœur. Et en fait, elle essayait dans un coin avec sa mère. Et sa mère lui disait, la chaussure rentrait quasiment, sauf le talon. La mère lui tendait un couteau et lui disait, coupe-toi le talon, parce que quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin de marcher. Alors, quand même, et la jeune fille le faisait. La jeune fille le faisait. Le prince repartait avec la jeune fille. Et là, les oiseaux dénonçaient. Il y a des petits oiseaux qui disaient, ah non, il y a du sang dans la chaussure, il y a du sang dans la pantouque. Et donc, c'est pas la bonne fiancée, il faut la ramener. Et donc, ils soulevaient... Ces oiseaux de vraie balance. Voilà, c'est ça. En même temps, ils sont du côté de Cendrillon. Oui, c'est vrai. Comme dans le Disney, d'ailleurs, il n'y a pas une histoire avec des oiseaux. Oui. Bien sûr, mais sauf qu'ils dénoncent personne et qu'il n'y a pas de pied tranché. Et donc, on retourne à la maison, et cette fois, avec la deuxième jeune fille, elle doit se couper l'orteil, quand même. Donc, c'est quand même... Et ils ressortent, de nouveau, les oiseaux interviennent, et à la fin, c'est Cendrillon qui elle n'a pas besoin de se couper quoi que ce soit, qui ressort avec le prince, et à la fin, au mariage, les deux sœurs se font donc crever les yeux par les petits oiseaux. Donc ça, c'est la version de Grimm, telle qu'elle a été recueillie auprès des gens qui écoutaient ces contes à la veillée. Perrault, évidemment, c'est une version un peu plus, on va dire, adoucie. Mais quoi que vous regardez La Belle au bois dormant, nous, on s'arrête avec la version Disney au moment où, le prince a embrassé la Belle au bois dormant, l'a réveillée, et donc c'est magnifique, ils finissent ensemble. Ça, c'était à discuter pas mal ces derniers temps, sur le fameux consentement, est-ce qu'il aurait dû l'embrasser ou pas? Oui, pour beaucoup. Oui. En fait, on a une matrice de ce conte très ancienne qui en fait ne cache pas du tout, affiche carrément la couleur, parce que c'est un viol dans une version très ancienne. C'est carrément le prince qui tombe amoureux d'une jeune femme endormie, d'une princesse endormie en l'occurrence, et il lui fait les enfants, mais en fait il le fait alors qu'elle est encore endormie. On flirte avec la nécrophilie là quand même. Et donc c'est pour dire que il y a plein de variations autour de ce conte, et effectivement La Belle au bois dormant, c'est pareil, comment est-ce que vous allez l'interpréter? Ça dépend de vous, mais il y a ça à l'origine. Vous parliez dans une interview des barricades mystérieuses. Mm-hmm. Ça me fait penser un peu à ce terme, à ce que vous racontez, est-ce que ça y fait directement référence? Qu'est-ce que vous entendiez par là?
Alors, c'était une référence littéraire, mais les barricades mystérieuses entre l'homme et la femme, en fait. C'est une référence un ouvrage de Camille Laurence qui lui-même faisait une référence à notre référence. Donc on retrouve encore l'idée qu'on travaille tous en écho avec les uns et avec les autres, et qu'en écrivant un livre, on ne fait jamais que dialoguer avec tous les autres livres, films, auteurs et raconteurs d'histoires qu'on a par le passé croisés, et qui sont peut-être d'ailleurs plus de ce monde, mais c'est une façon de prolonger évidemment la discussion avec eux. Il y avait pour moi 2 sortes de barricades mystérieuses entre eux, et l'une des barricades était une barricade, ce que je voulais ajouter comme sens en fait, et pas simplement au fait que nous ne comprenons pas, oui bien sûr, malheureusement c'est humain, qui est cette barricade sociale en fait. Et donc c'est à ça aussi que je pensais en parlant des barricades, des dites barricades mystérieuses. Et pour moi, c'est pas une barricade tellement mystérieuse. C'est l'espèce de forteresse sociale à laquelle appartient le garçon et à laquelle la jeune fille ne peut avoir accès au départ pour 2 raisons. 1, elle est belle, et 2, elle a fait les bonnes études, ce qui lui ont permis donc de se retrouver à côté du garçon et qui font que ça lui a permis d'avoir un passe-droit. Et donc en fait, finalement, c'est un conte inversé, parce que normalement, c'est la princesse qui est coincée en haut de la tour, et c'est le chevalier qui est en bas, et là, c'est un peu le contraire. C'est lui qui est dans son château, qui est coincé. C'est elle, finalement, qui va gravir les échelons mobilité sociale pour remonter jusqu'à lui. Oui, ça m'amusait parce que c'est toujours le garçon d'habitude c'est une figure éternelle des romans d'apprentissage. C'est toujours l'homme, Rastignac arrive à Paris, et puis à nous 2 Paris, et puis à coup de compromission, il va y arriver. Couronné par un beau mariage, il va être riche alors qu'il n'avait rien. Au lieu de choisir la route du travail, initialement, c'est pas du tout un méritocratique, notre ami Rastignac. Et donc là, ça m'intéressait de voir ce qu'une fille peut faire, quelles armes elle peut avoir et quelles armes elle n'a pas non plus. C'est vrai que de manière générale, le roman joue avec la figure du château. C'est les châteaux en Espagne, c'est la vie de château, puisque lui appartient à une classe sociale qui a cette vie, et elle vient évidemment de la banlieue, elle n'a pas vraiment grandi. Or, c'est pas non plus la famille ouvrière, c'est pas une transfuge de classe au sens classique du terme, et ça c'est vient... sur 2 générations, en fait. En gros, c'est en 2 temps. Parce que c'est les parents qui sont plutôt les vrais transfuges de classe, et elle, quelque part, elle prolonge en acquérant les codes. Voilà. En fait. Puis quelque part, il y en a qui diraient qu'elle hérite du trauma quelque part aussi, et que du coup, dans son rapport à la bourgeoisie, elle hérite de ce trauma familial, un peu de l'imposture. Oui, un trauma est d'ailleurs totalement universel, je pense. Il y a peu de gens qui se sentent vraiment totalement légitimes, absolument et complètement légitimes, où qu'ils soient, je pense. Mais en tout cas, oui, donc je jouais avec cette image du château, donc le château en Espagne, la vie de château, l'idée aussi, parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais mise en exergue, de Jules Renard, j'ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m'en suffiraient. Et en fait, pour moi, ça renvoyait aussi à ce que c'est que de construire une œuvre d'art. Et en fait, le problème, évidemment, de jeune fille, c'est qu'elle veut un peu vivre comme on construirait une œuvre d'art, et elle veut vivre sa vie comme ça, à savoir... l'œuvre d'art que vous avez en tête, elle est toujours magnifique, elle est toujours sublime, elle est toujours ineffable. Et puis ensuite, vous commencez à écrire, et là, vous vous apercevez, mon Dieu, que vous avez un grand, grand, grand chemin à parcourir avant que la première pierre est déjà très, très, très compliquée à poser, mais qu'ensuite, vous allez devoir poser toutes les autres pierres. Et donc, évidemment, ça ne ressemble jamais à ce que vous aviez en tête. C'est toujours une ombre extrêmement décevante du chef-d'œuvre que vous aviez en tête. Mais c'est pas grave. On poursuit, c'est le principe, on s'obstine, et on se dit, on va travailler les échos, on va travailler les symétries, on va faire en sorte que la structure suive tel moule, que la langue... bref, on compose son texte, et puis, à la fin, même si on n'a pas réussi à bâtir le chef-d'œuvre qu'on avait en tête, il nous reste les ruines, et c'est déjà ça. Et c'est déjà ça, et c'est un peu comme... il y a quelque chose de très enfantin là-dedans, c'est les enfants qui en fait construisent des châteaux de sable dont on sait très bien que la marée de toute façon va les abattre. Pourquoi est-ce qu'on continue ? Et ce geste à la fois un peu désespéré, très minutieux, qui est celui du créateur,
Bien qu'il y ait des créateurs plus dans la fulgurance et dans le premier jet et la satisfaction. Ouais, je crois que c'est une légende. Je pense que c'est... Alors, en peinture, je sais pas. en peinture, c'est différent. C'est peut-être Bien possible. sûr qu'en littérature, il y a aussi des textes qui sont des purs joyaux de fulgurance et ça se sent, c'est un souffle qui a été ininterrompu. Je veux bien mais croire c'est en rare. poésie. Mais bon, je pense que Mais le roman, non, bien sûr, c'est de la construction. Stendhal et la chasse de Parme en 15 jours. Bon, moi, je demande à voir. J'aurais bien aimé assister à des choses. Comment elle s'appelle celle qui a écrit Frankenstein en une nuit. Voilà. Peut-être que c'est la légende et que ça va bien aussi avec ce thème. En tout cas, par rapport justement à ce travail presque artisanal, très minutieux, qui est celui qui consiste à écrire, à composer un roman, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre expérience de romancière qui vit dans l'époque dans laquelle on vit, qui est une époque, donc c'est pas un scoop de le révéler, très rapide, très accélérée, ce temps long de l'écriture, qu'est-ce qui permet? De toute façon, ce qui est sûr, c'est quand on est romancier au XXIe siècle, on sent complètement à côté de la plaque. On se dit, mais j'ai loupé le coche. Aujourd'hui, si on veut raconter des histoires, et je pense les jeunes gens, s'ils veulent raconter des histoires, ils vont sur Netflix. Ils se disent, je vais faire une série, ou je vais faire une mini-série, ou je vais faire un long métrage éventuellement, mais même le cinéma, on prend, je pense, un coup. Mais le fantasme est plus du côté de l'image, c'est sûr, que du côté de la littérature. Et c'est vrai que, aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'écrire, mais ensuite, il faut vendre ce que vous avez écrit. Et ça, c'est une complication supplémentaire que je pense qu'on n'avait pas du tout prévu à 12 ans, lorsqu'on se disait, je vais devenir écrivain. Ah non, ça c'est sûr. Exactement, et on avait cette discussion avec Clarisse juste avant de commencer cette émission. Je disais que finalement, quand on prend 7 ans et 7 mois à écrire Les Inconsolés comme vous l'avez fait... Alors, je vous rassure, je n'ai pas passé 24 heures sur 24 des 7 mois à y bien penser. sûr, non, mais je sais qu'il y a eu d'autres, évidemment, vous avez plein de projets en plus, vous avez... J'ai écrit les 2 livres entre-temps. Exactement, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un rapport avec le monde de l'édition où il y a une exigence par rapport à des sujets, entre guillemets, bankable, donc à un moment donné... faut avoir aussi ce luxe à un moment donné de pouvoir imposer un sujet, en tout cas de se dire tiens, je vais écrire ce truc là et je le tiens, parce que l'accueil aujourd'hui, le monde de l'édition, on vit aussi un moment de restructuration, un moment de crise, c'est pas évident, ça rentre en... Je pense que le monde de l'édition, comme tout le monde créatif en fait, est soumis à un certain nombre de modes et un certain nombre de normes. Mais je pense tout de même qu'il y a toujours possibilité, même si vous avez une œuvre qui n'obéit pas ni aux normes ni au thème à la mode, de passer. Et je pense que finalement, il n'y a pas tellement d'auteurs qui réfléchissent en ces termes. Ils réfléchissent généralement ils réfléchissent pas d'ailleurs. Ils mettent sur le papier ce que eux ont envie de mettre. Ils avaient 20 ans et ne savaient rien l'un de l'autre lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Lise le précisait toujours quand elle racontait leur histoire. Comme si tomber amoureux d'un inconnu était plus intéressant que tomber amoureux de sa voisine ou d'un ami d'enfance. Comme si le fait que cet amour n'avait pas été élaboré, édifié sur des souvenirs communs ou des valeurs partagées, mais avait surgi d'un bloc, météoritique et foudroyant, lui conférait une plus grande légitimité. La nature romanesque de Lise voulait croire qu'une forme de fatalité avait guidé leurs pas, et que toute la joie extrême et toute la douleur non moins extrême qui allait ressortir de leur relation étaient partie prenante de leur destin. S'ils avaient été si heureux puis si malheureux l'un par l'autre, c'était qu'ils ne pouvaient en être autrement. Elle se racontait cela pour se consoler, car c'est une consolation que de s'imaginer en héroïne de tragédie plutôt qu'en idiote pleurant bêtement, seule avec sa peine, recroquevillée dans son lit, les yeux rouges et les cheveux défaits, tout ça pour une histoire dont on savait bien, au fond, qu'elle ne pouvait durer. C'était une consolation même si l'on se préférait en bergère, arrachée à sa chaumière par un prince ou en ado complexé, soudain révélé par les attentions du garçon le plus populaire du lycée. Louis était bien assez charmant pour l'un ou l'autre de ses rôles, avec ses cheveux blonds qui lui faisaient comme une auréole, et ses yeux d'un bleu pur, de la même teinte exactement que le ciel, en ce jour où leurs regards s'étaient croisés pour la première fois, un ciel sans nuages, aussi lisse qu'une vitre fraîchement nettoyée. Le cadre est banal, la terrasse d'un café parisien situé en face de l'établissement où tous deux font leurs études, mais la lumière magnifique.
Le jour baigne les lieux, ambre les façades et les silhouettes, ricoche sur le zinc du comptoir et les bagues et bracelets des filles qui rient et discutent dans l'air léger de ce début de printemps. Lise s'est installée avec une poignée de camarades. Elle discourt avec enthousiasme sur un film de Fritz Lang, La femme au portrait, sur lequel elle doit faire un exposé en cours de langue. Assis à la table juste à côté, Louis salue l'un des compagnons de Lise. Elle se retourne et reçoit en apercevant ce garçon, aussi blond qu'elle est brune, aussi posé de ton et d'attitude qu'elle est ardente, un coup au cœur. Elle éprouve pour lui un désir immédiat, entier, qui la ferait rougir si son teint le permettait. Non le désir douloureux et déraisonnable qui viendra plus tard, quand il ne sera plus possible ni pour l'un ni pour l'autre de l'apaiser, mais un désir à la fois immense et caressant, enveloppant comme une mer, sans rien qui pèse ou menace. Merci Mintranui. Dans cet extrait, on entend la voix de l'autre. C'est le regard acide, la petite voix de Lise qui est en contrepoids de celui de la narratrice. Donc 2 voix, 2 temporalités, c'est déjà le procédé que vous employez dans votre livre La double vie d'Anna Song. Est-ce que vous pouvez nous en parler, notre rapport à l'écriture, à la construction justement ? C'est vrai que je me suis aperçue que tous mes romans reposaient sur des constructions à 2 voix. Mon mari d'ailleurs m'a mise au défi d'écrire un jour un roman où il n'y aurait qu'une voix. Il m'a dit « Écoute, tes romans, t'as de très belles intrigues, t'écris très bien. Et puis il y a ce qu'il faut, il y a de l'amour, il y a un peu de mort, il y a un peu de policier, il y a du suspense. Voilà, il y a aussi même des thématiques de société désormais, avec cette vision un peu à l'Annie Ernaux ou à la Bourdieu des rapports sociaux. Et puis précédemment, la migration, la frontière. Voilà, t'as ce qu'il faut. Bon, ton problème, c'est que t'es une intello. Quand tu construis, tu veux obligatoirement faire un truc à 2 voix. Pourquoi tu t'embêtes là-dessus ? Pourquoi tu ne prends pas simplement une narration simple, tu racontes une histoire de A à Z et tu t'embêtes pas plus ? Et ben, j'ai jamais réussi. En fait, je me suis aperçue que moi, la façon dont je construis mes livres, ce sont des petits puzzles. Et donc, à chaque fois, à la fin, on a une bribe après l'autre et ça vient se rassembler. Et à la fin, le travail, si jamais tout se passe bien, quand on arrive à la fin, tout prend sens. Dans Voyageur malgré lui, alors j'étais contente au départ parce que je m'étais dit, j'étais partie d'une histoire qui est une histoire vraie, qui est l'histoire d'Albert Dadas, qui était atteint de ce qu'on appelait donc la folie du fugueur, la dromomanie, à savoir que dès qu'il entendait un nom de ville ou de lieu, Albert Dadas, un ouvrier du gaz du 19e siècle, il fallait qu'il y aille. Donc, et il se réveillait 1 semaine ou 1 mois après, à Berlin, à Prague, à Constantinople, en n'ayant généralement aucun souvenir de comment il était arrivé là. Et à chaque fois, il avait énormément marché. Donc c'était un grand marcheur. Voilà, et j'étais partie de cette histoire-là. Et ensuite, c'était devenu un prétexte pour parler de tous ceux qui avaient, d'une manière ou d'une autre, migré et traversé des frontières au 19e, au 20e, au 21e siècle. Et donc, toute ma première partie de ce roman était en fait construite sur... Albert rappelait un personnage de ma famille qui avait en commun avec lui la maladie mentale et l'exil. Et ensuite, on avait un deuxième personnage qui était une coureuse, Samia, qui avait ça en commun avec Albert. Donc c'était par association d'idées. Elle est devenue une migrante, elle a une histoire tragique. Et elle rimait avec un autre. Donc elle a été une boat people et elle est morte au large des côtes d'Italie. Et son histoire rimait avec un autre membre de ma famille, etc., etc. Donc on avait cet effet aussi d'écho, mais cette fois en une seule voix. Et puis paf, je suis arrivée à la deuxième partie, et là, zut, de nouveau, j'ai pas eu d'autre choix que de reprendre encore une histoire de 2 voix, puisqu'on a à la fois l'héroïne qui parle, et le véritable voyageur malgré lui du roman, qui en fait n'est pas Albert, mais qui est le père de l'héroïne, et qui a toujours été un homme taiseux, et qui là va tout d'un coup lâcher des bribes sur le passé. Et donc je m'étais dit, et cette fois, ça a un autre sens, ce dialogue entre les deux, parce que c'est un faux dialogue en fait. On s'aperçoit à la fin du livre qu'en réalité, la voix qu'on a entendue du père était une voix enregistrée, qu'elle a, écoutée au fur et à mesure. Donc il n'y a jamais eu vraiment de dialogue entre eux. Ce n'est qu'une fois mort et qu'une fois qu'elle a retrouvé cette cassette, que du coup, elle a pu dénouer des choses. D'accord. Mais vous parlez de choix, vous dites, hop, je n'ai pas eu le choix. Est-ce que justement, dans le fait d'écrire, il n'y a pas quelque chose qui nous dépasse un petit peu quelque chose de leur donner la nécessité absolue, et on sait qu'il faut faire ça, mais alors le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément au début, et qu'on peut avoir fait 150 tentatives, comme je le fais actuellement pour mon nouveau roman, de voix, de narration, et ça ne marche pas, et on ne sait pas pourquoi, et on se dit, c'est pas ça, c'est pas le bon ton, c'est pas la bonne voix, c'est pas la bonne forme. Et à un moment,
malheureusement il peut venir donc très vite ou très 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 longtemps après le début de vos recherches, tout d'un coup une forme se fixe. C'était pareil dans le cas des inconsolés. J'ai pas initialement décidé tout de suite qu'il y aurait une double voix. Et puis ensuite, justement, je m'étais dit le contraire. Je m'étais dit en effet, bon, tu as un peu des ingrédients de saga, donc vas-y, il y a un passé, il y a un présent, et puis il y a un petit peu de futur. Il y a de l'amour, il y a une forme de violence, il y a de la maltraitance, il y a les classes sociales, il y a une touche de fantastique. Bon, tu peux faire un récit c'est possible, tu peux le faire en une voix. Et finalement, ben non. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que ça serait plus amusant de jouer avec les points de vue, de jouer avec le lecteur, et parce que ça permettait en fait plus de surprises qu'une narration classique à la première personne. Je pense qu'un psychanalyste pourrait se dire que ça vient de ma double identité, de mes origines métisses, pas évidemment dans la réalité, parce que mes 2 parents sont vietnamiens, mais métisses enfin, c'est pas une réalité de naissance, mais c'est une réalité de culture. Justement, parler de la frontière, le thème de la frontière et des frictions que la traversée génère sont omniprésents dans Les Inconsolés. C'est un roman réaliste, on l'a dit, qui rencontre le romanesque. C'est un thriller qui rentre en collision avec le conte, avec conte gothique. C'est donc une traversée des frontières de genre, mais aussi une traversée des frontières sociales. Lise, comme ses parents sont des transfuges de classe, Lise rentre en collision avec le monde de Louis, un monde qui en même temps la fascine mais qu'elle déteste adorer. C'est aussi des frontières culturelles. On parlait de la relation entre la France à l'Asie, à travers l'histoire du père de Lise et de sa famille. D'ailleurs, en fait, on vous nommez jamais le pays, c'est intéressant parce que du coup, c'est contribue au mystère, à la part de rêve du conte. Finalement, c'est comme dans les contes, on parle d'un royaume, mais en fait, c'est un royaume qui est toujours comme ça, un peu mythologique, qu'on connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur cette question de la traversée ? Oui, alors c'est vrai que je nomme pas le pays. Je me suis fait je me suis dit tiens, parce que j'ai parlé beaucoup du Vietnam dans mes romans précédents. Je me dis cette fois tiens, je vais pas le nommer, alors qu'en fait c'est extrêmement reconnaissable. Je pense que n'importe qui a fait un tour au Vietnam ou même qui n'y a pas fait un tour peut le deviner. Mais parce qu'en effet, pour moi, c'était de l'ordre du symbolique. Ça pouvait être. Il se trouve que c'est le Vietnam. Ça pourrait être n'importe quelle autre terre d'exil. Et Dieu sait qu'il y en a. C'est sûr que l'héroïne, vous parliez de l'Algérie tout à l'heure, peut être d'origine algérienne. Alors on va pas garder exactement la même chose, mais il y aurait eu pas mal d'éléments communs. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça, c'est pour que l'expérience fasse écho en fait à d'autres expériences de migration et d'exil et de déracinement qui sont en fait très universelles. Quel pays n'a pas connu une guerre qui ait poussé une grande partie de sa population à partir, finalement. Et d'ailleurs, la mère de Lise, elle était aussi une transfuge de classe, une transclasse, mais elle est française, voilà. Oui, parce qu'évidemment, en fait, à travers ça, elle, c'est plus une transfuge de classe à la Annie Ernaux, si vous voulez, ou à la Didier Héribon, tandis que le père, en fait, lui, il quitte un pays et une classe, en fait, pour une autre. Et c'est pour ça que je voulais les faire rentrer ensemble. C'est-à-dire un roman que j'ai envoyé à Annie Ernaux, qui justement m'a répondu quelque chose de très gentil. Bon, déjà, elle m'a répondu, ce qui est très généreux. Mais en plus, elle m'avait dit que ce qu'elle avait trouvé magnifique. J'ai l'air très immodeste en disant ça, mais c'est vraiment ce qu'elle m'a écrit. C'est un roman magnifique, on le confirme. Voilà, non, mais en fait, c'est dit. C'était son terme. C'est que on s'embarquait dans le conte, ou donc l'histoire d'amour, tout ce que vous voulez, et même la fable, mais sans que la réalité ne cesse jamais d'être analysée, déconstruite, et que c'était cette tension en fait qui, elle, l'avait beaucoup, qui l'avait vraiment touchée. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, et qui était très dur à faire, parce que pouvoir à la fois faire un récit un petit peu réaliste, un peu sociologique, à travers ces deux héros, de la façon dont les forces en présence dans la société contemporaine travaillent, et en même temps pouvoir y adjoindre la romance, un côté un peu gothique, un peu Edgar Poe, un peu Charlotte Brontë, et un côté un peu conte. Donc normalement, c'est des éléments antagonistes. Et je me disais, est-ce qu'on peut quand même tenter de le faire ? Et comme justement, ce qu'ont en commun tous les personnages des Inconsolés, c'est que précisément, ils ne se consolent pas de la réalité. Ils ne se consolent pas de ce qui se passait et ils refusent de renoncer. Et parfois, ça sera au prix de leur vie.
Et évidemment, c'est un élan qu'on a tous en tant qu'artistes. C'est-à-dire qu'on s'obstine, on parlait tout à l'heure de pourquoi on s'obstine à bâtir des châteaux alors qu'en fait ils vont être balayés. Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à écrire des livres dont on sait qu'ils ne nous rapporteront absolument rien, si ce n'est symboliquement. Eh bien, il y a quelque chose de cet ordre. Il y a l'idée un peu enfantine de pouvoir plier la vie à l'art. C'est ce qui porte Lise. Finalement, c'est ce qui portera aussi d'ailleurs bien d'autres personnages. Mais justement, ça porte Lise, mais en même temps, on a l'impression qu'elle est un peu prisonnière de ses représentations. Parce qu'elle est tout le temps dans une sorte d'introspection, se disant est-ce que je vis vraiment quelque chose, ou est-ce que je suis piégé par ce que je pense regarder, ou je pense comprendre de la réalité. Donc il y a une sorte d'aller-retour constant. Oui, en fait, c'est une Bovary qui a trop lu. Voilà. C'est une Bovary qui se croit lucide. Et effectivement, ça va être son piège. Et c'est un piège que d'ailleurs je comprends tout à fait, puisque moi j'ai beaucoup décrypté le monde par les livres quand j'étais enfant, et en grandissant, et puis d'ailleurs ça continue encore aujourd'hui. Mais évidemment, les livres ne sont pas toute la solution. Les livres vous permettent d'avoir une vision de la vie éclairée, une vision de la vie enrichie, mais ce ne sont pas des manuels ni des guides en fait de comment est-ce que votre vie va pouvoir se dérouler. Et donc sans le côté Bovary de notre amie Lise, il est en fait il est à la fois présent, mais comme elle sait qu'il est là, elle pense qu'elle va pouvoir s'en sortir. Et du coup, qu'elle va pouvoir échapper à cette dialectique. Mais bon, je peux pas raconter la fin du livre parce que ça spoilerait tout. Non, no spoiler chez Friction, on l'a déjà dit. Mais voilà, et ça rejoint en fait cette question de la traversée, puisque elle est prise entre deux classes, elle est prise entre deux mondes, elle est prise entre deux cultures, elle est prise entre les deux voies, parce que finalement, il y a d'elle dans les deux voies en fait, et elle est prise entre la réalité et l'art. Et donc, à chaque fois, c'est cette question de comment est-ce qu'on peut slalomer entre les deux, et est-ce il existerait un territoire tiers qui vous permettrait de concilier toutes ces contradictions, toutes ces impossibilités qui constituent sa vie. Le tiers-lieu de la fiction. Ouais, c'est ça. Disons que c'est pareil, entre le mensonge et la fable. Quelle est la ligne qui vous permet de sortir du mensonge? Comment est-ce que le mensonge devient fable? Comment est-ce que la fable devient mensonge? Donc il y a quelque chose de cet ordre qui parcourt un peu tout le roman, qui en effet métisse aussi bien les classes que les genres et que les cultures. Mais ça, c'était... je pense que c'était pas quelque chose qui était immédiatement conscient, et qu'ensuite c'est quelque chose qui m'a intéressée et que donc j'ai travaillé. C'est toujours cette idée de toute façon de... Voyageurs malgré lui, c'était déjà une histoire de traverser des frontières en fait. Mais c'était plus politique dans le sens où, au XIXe siècle, quand on est un ouvrier du gaz, on peut quand même traverser les frontières. Alors même qu'à l'époque, il faut un passeport pour aller d'une région à une autre, et que vous êtes considéré comme un criminel si vous n'en avez pas et si vous êtes un vagabond. Mais à l'époque, alors qu'il n'a pas de relation, qu'il n'a pas d'argent et qu'il n'a pas de papier, il y arrive quand même, cas un cas, mais il y arrive. Et qu'est-ce qui se passe évidemment au XXe et au XXIe siècle? C'est plus possible. Et donc il y avait déjà cette question de comment est-ce qu'on traverse les territoires et comment d'un temps à un autre, ça évolue. Et là, c'est aussi une question de traverser des territoires. Mais je pense que tous les romans finalement sont des questions ils portent en eux une question de la traversée. De la traversée, et c'est aussi un moyen, comme vous le dites, de vous engager dans des enjeux politiques au sens large. Oui, alors, c'est vrai qu'initialement, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de politique. Je pense que, j'ai grandi, j'étais vaguement dans le ventre mou de la gauche, on va dire, en me disant que, parce que j'avais des idées vaguement généreuses, mais enfin, je ne peux pas dire que je faisais énormément de choses pour que ça devienne un engagement militant. Pour moi, la littérature, c'était de l'évasion. Le fantasme de Victor Hugo n'était pas du tout... je ne voulais pas être Victor Hugo, j'aurais vraiment eu très très peu de chances de le devenir, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, pour moi, c'était très apolitique, c'était raconter une histoire dans laquelle j'entraînerais mon lecteur, le distraire, et éventuellement, lui faire découvrir des choses sur qu'est-ce que c'est que l'amour, la guerre et la mort, des choses éternelles. Dans mon esprit, ce qui m'intéressait, c'était les structures narratives, le travail de la langue, la belle histoire, et puis arriver à la fin des pages à amener le lecteur à un point d'orgue émotionnel et à une sorte d'épiphanie sur le roman et sur sa vie. Allez,
pendant qu'on y est. Mais, C'est ce qu'on espère, on n'en demande pas moins à la littérature que nous donner des épiphanies constantes. Voilà, malheureusement ça ne marche pas toujours, comme vous le savez. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, comme moi dans mes romans, ce qui se passe, c'est que souvent j'utilise en fait des noyaux autobiographiques, ou d'ailleurs pas forcément autobiographiques en tant que tels, mais en tout cas biographiques dans le sens où j'utilise des éléments de mon histoire familiale, puisque c'est une histoire qui a été longtemps tue, c'est une histoire où il y a beaucoup de morts dont on n'a jamais retrouvé les tombes, dont on n'a jamais retrouvé les corps. D'une certaine façon, je pense que j'avais envie de prolonger, de graver en fait leur existence dans des romans. Et comme il me manquait énormément d'éléments et que je ne suis pas une historienne, contrairement à mon mari, je n'étais pas du tout dans la reconstitution de ce qui avait pu être, mais plutôt dans le fantasme à partir de ces petits éléments qui étaient comme des noyaux d'avocat qu'on plonge dans l'eau et qui ensuite se transforment au fur et à mesure. Et donc j'ai utilisé ces éléments-là pour construire des histoires, et à ça j'ai agrégé bien sûr des archétypes, dans Les Inconsolés, je me suis amusée. On a la marâtre, on a la princesse, en l'occurrence la bergère, et on a le prince, on s'amuse, on a la sœur jalouse, j'ai joué avec tout ça. Mais bref, j'ai beaucoup travaillé sur les silences qu'avait conservé ma famille sur tout ça. Et excusez-moi, parce que j'ai perdu du coup le fil de mon discours. Quelle était la question originelle ? C'était la question du politique. Voilà. Et il se trouve que donc ma famille étant d'origine étrangère, ayant vécu l'exil, forcément à un moment ou à un autre, en effet, étant des transfuges de classe, eh bien fatalement, si jamais je continue à m'avancer dans l'histoire familiale, ça devient politique. En 2 mots, aujourd'hui on est à une époque où en fait la question de l'identité est assez centrale dans le débat, et il peut y avoir une injonction à écrire sur ces thèmes-là, et vous l'avez évoqué, vous êtes romancière française d'origine vietnamienne. Et je m'étais promis de ne pas écrire initialement sur mes origines vietnamiennes. Et j'allais dire, c'est que souvent, quand on est dans ce cas-là, on a tendance à se dire, moi je veux être un écrivain, une écrivaine à part entière et pas dans une case. Et du coup, comment est-ce que vous avez, justement, vous avez un peu répondu à la question, comment est-ce que vous avez été traversé par ces questionnements, comment vous avez réagi ? Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut malgré tout prétendre à l'universel en étant en fait en écrivant depuis cette position-là ? De toute façon, initialement, moi j'avais écrit beaucoup de nouvelles et il y en avait une seule qui parlait de mes origines vietnamiennes. Et par hasard, c'est celle que j'ai retrouvée après un déménagement. Et je me suis dit, tiens, en fait, on pourrait vraiment en faire un roman, un bon roman, je pense. Et donc, c'est pour ça, et c'est un hasard, que ce premier roman est parti de cette nouvelle, est devenu celui qu'il était. Après, je pense que on parle toujours de soi, quoi qu'on fasse. On parle de ce qu'on a lu, de ce qu'on a entendu, de ce qui nous intéresse, de ce qui nous porte, de ce qui nous raconte. Donc, mais j'ai pas le sentiment en même temps que le Vietnam, en fait, ça soit le Vietnam en tant que tel. C'est-à-dire que pour moi, c'est plutôt un territoire symbolique de l'exil. Et je pense que l'écriture est liée à l'exil. C'est un sentiment d'exil qui nous apporte à un moment ou un autre, où on ne se sent pas chez soi, que ce soit dans sa famille, au sein de son école, dans sa classe, parfois dans sa classe sociale, auprès de ses amis. Voilà. Et ce sentiment d'être étranger, eh bien, c'est ça qui, en fait, vous pousse ensuite à écrire. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les écrivains, je parle pour moi, je parle pour un certain nombre aussi d'écrivains. Et que donc, le Vietnam, à ce moment-là, ou tout autre territoire, est plutôt à portée symbolique, en vérité. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas nommé dans le dernier roman. En me disant, en fait, il se trouve que c'est le Vietnam, mais ça pourrait être tout autre territoire. Et même si quelqu'un était né en France et était français depuis 57 générations, ça n'empêcherait pas qu'à un moment ou à un autre, il a pu aussi se sentir étranger à sa famille, étranger à ses amis, étranger à sa classe sociale. Ça nous est tous arrivé à un moment de sentir un décalage, de sentir parfois une fracture, et le moyen de renouer avec le monde, c'est par les livres. Enfin, en tout cas pour moi. Et c'est là qu'on parlait du temps tout à l'heure, c'est en prenant le temps justement de lire ou d'écrire que peut-être le lien peut se refaire. Et donc je me sens pas du tout... je me sens pas du tout obligée à quoi que ce soit du fait de mes origines. C'est plutôt que c'est un territoire... il se trouve que je connais mieux le Vietnam que l'Algérie. Donc, c'est quelque chose que je vais utiliser davantage. Sauf que la mousse en Algérie, c'est plus limité. Voilà, ça va être difficile. Mais finalement, les archétypes qu'on retrouve dans mes récits sur le Vietnam, la grande maison brûlée pendant la guerre, je pense qu'on peut la placer dans à peu près tous les pays du monde.
Voilà. La génération qui est ruinée et la génération suivante qui part, c'est aussi des motifs évidemment totalement universels. Pensez un peu au roman de Faulkner c'est vraiment des sud des États-Unis. Ça pourrait être tout à fait. C'est pour ça que je parlais de Scarlett O'Hara tout à l'heure, ou Autant n'emporte le vent, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est assez attaqué pour d'autres raisons. Mais sinon, voilà, c'est une saga qui pourrait être transposée dans d'autres pays. Après, la question est plutôt de savoir ce que vous allez faire de ces schémas. Et donc, par exemple, je n'ai pas écrit Autant n'emporte le vent. Voilà. Pas encore. Je ne pense pas que j'écrirai jamais Autant n'emporte le vent. Mais j'ai utilisé il y avait une critique dans l'Humanité qui était assez marrante par Alain Nicolas, s'il nous entend, qui disait qu'il faut imaginer une Charlotte Brontë qui passait un peu à la moulinette en fait, du postmodernisme. Et en fait, il y a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients en effet de l'amour impossible, les classes sociales, le grand domaine mystérieux, et puis l'énigme peut-être terrible, qu'est-ce qui a pu se passer pendant cette nuit de larmes et de sang, enfin bref. Et en même temps, les outils que j'ai utilisés, les outils narratifs que j'ai utilisés sont pas du tout ceux du roman des Brontë. Écoutez, merci Mintran Nuit, on arrive déjà beaucoup. à la fin de cette émission. Je le rappelle, Les Inconsolés, dernier roman de Mintran UI, est publié aux éditions Actes Sud, alors qui est sorti juste avant le premier confinement. Donc, qui s'est pris dans la gueule le premier confinement, voilà, vous pouvez vous le dire. Voilà, exactement. En plus, j'ai vu que votre anniversaire, c'était aussi le premier jour du confinement. Exactement. Voilà, donc, c'est beau, n'est-ce pas? Voilà, donc tout ça, on parlait de Fatoum, de Destin, de Mektoub. Donc, courez acheter Les Inconsolés, parce que c'est un peu une deuxième sortie, toujours disponible dans les librairies. Merci Mintran Nuit d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Merci Clarisse d'avoir co-animé cette émission avec moi. Merci Walid et merci Mintran Nuit. Et je remercie également Maëlys et Riette qui ont aidé à la conception de cette émission. La Fabrique, c'est une émission à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming et sur friction.co. Merci à tous et rendez-vous au prochain épisode.